Alors, pourquoi est-ce qu'on a demandé à Mathieu Dardaillon d'intervenir maintenant? De nous proposer peut-être de prendre un peu de recul pour nous rassurer. On est dans la remontée, là, du parcours, pour nous rassurer et pour nous mettre en mouvement. Comment? Alors lui, sa proposition, c'est embrasser le chaos, tout simplement. Comprendre, peut-être démystifier ce qui se joue. Faut que je m'arrête ou pas? Démystifier ce qui se joue, s'éloigner d'un monde économique qu'on connaît. Bah oui, je t'appelle du coup. Ah bonjour Mathieu. S'éloigner de ce monde économique connu et rassurant, mais qui ne fonctionne plus, pour aller vers un monde nouveau, mais qui tarde à émerger. Un moment de changement de paradigme, il va nous expliquer. Ce qui est difficile, c'est qu'on doit désapprendre et apprendre en même temps. Un système plus juste, plus durable. Tous les secteurs, tous les métiers sont concernés. Et bon, cet inconnu, évidemment, il génère des peurs, mais aussi, il peut être vécu comme, c'est l'expression de Mathieu, une recherche extraordinaire. Et pour y participer, Mathieu vous invitera à essayer de voir quels sont les talents que vous avez pour y participer les uns et les autres et comment les mettre en œuvre. Et je vais juste terminer parce que faut que je dise un mot sur Mathieu. En dehors du charme du mec qui est total, regardez-le, beaucoup plus de charme que moi. Hein. Et pourtant, je suis plus petit, j'ai moins de charme, mais je vais continuer. Bon. Un mot sur Mathieu, le charme, bien sûr, mais surtout la rigueur intellectuelle, l'esprit positif, malgré le chaos, positif et lucide, et puis un vrai science de la pédagogie qu'on voit dans les mots et aussi dans l'identité visuelle qu'il a développée dans tous ses bouquins, Anti-chaos, qui est disponible là, et toutes ses présentations. Mathieu, à toi. Merci beaucoup. Il y a 3 ans, je me suis retrouvé comme ça. C'est un peu une photo de mon cerveau à un temps T, au cœur de trop d'injonctions paradoxales. Il faut aller plus vite, il faut accélérer, et puis il faut ralentir. Il faut faire plus de choses, et puis il faut faire moins. Il faut penser long terme, et puis il faut créer de la valeur à court terme. Je ne savais plus, j'étais au carrefour de tout ça. Pourtant, j'avais tout, en quelque sorte. J'étais à la tête d'un projet que j'avais initié et cofondé, porteur de sens, d'un mouvement. Et pourtant, je sentais que je n'étais pas préparé à tout ce qui était en train de se jouer, qu'on ne m'avait pas formé à ce qui se passait en ce moment. Et j'ai senti pour la première fois un manque de clarté, et je ne savais plus exactement comment décider, une sorte de brouillard décisionnel. Alors à ce moment-là, j'ai pris la décision un peu radicale de passer la main et d'ouvrir ce que j'ai appelé un vide fertile. Ouvrir une année de vide pour me régénérer, pour sentir le monde qui avait changé, mieux le comprendre, et voir où j'avais envie de mettre mon énergie pour la suite. Et quand on crée du vide, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Et en commençant à discuter avec plein de personnes très différentes, j'ai vu ça. Je parlais à des jeunes qui étaient en âge de s'orienter dans la vie, à des salariés, à des dirigeants d'entreprises qui essayaient de transformer leur modèle, même à des conseillers politiques à l'Élysée. Et à chaque fois, j'entendais une sorte de brouillard décisionnel. À chaque fois, évidemment, ce n'étaient pas les mêmes mots qui étaient utilisés, mais quelque chose de « il se passe quelque chose en ce moment qui fait que c'est plus complexe de décider et on se sent parfois impuissant de tous ces publics différents. » Et une fois que j'avais vu ça, je ne pouvais plus ne plus le voir. Et j'ai décidé de me mettre en quête, pour moi, pour essayer de retrouver du pouvoir d'agir, et puis essayer peut-être d'aider ces différentes personnes qui étaient coincées par ces mêmes défis. Donc j'ai démarré une quête pour essayer de, comme je le disais, trouver des clés, sortir de l'impuissance et nourrir son pouvoir d'agir pour faire du mieux que l'on peut là où l'on est et faire émerger une société différente. J'ai creusé dans plein de domaines, dans plein de disciplines, et j'ai commencé à m'approprier des outils, je les ai utilisés moi-même, j'ai fait en sorte que différentes personnes
très diverses les utilisent, et je voyais que ça m'aidait moi et les autres à retrouver de la confiance et de la sérénité. J'ai essayé de compiler tout ça dans ce livre qui s'appelle Anti-Chaos, qui essaie de résumer des principes, des outils, des clés pour naviguer dans cette époque chaotique et surtout ne pas perdre le moral et se dire que c'est aussi une chance de vivre ce moment-là et qu'on peut faire émerger quelque chose de différent. Alors quand je dis ça, c'est que j'aimerais que l'on change de regard sur ce que l'on est en train de vivre. J'ai essayé d'abord d'essayer de comprendre pourquoi je m'étais senti impuissant alors que je ne m'étais pas senti impuissant de la même manière les années d'avant. Et j'ai commencé à creuser plein de choses, de prospective notamment, et j'ai vu 3 tendances qui, je pense, sont très importantes à comprendre à notre époque, que l'on vit en ce moment et qui nous touchent tous et toutes. 1, l'immense complexité des défis auxquels on fait face. Aujourd'hui, on vit tout ça en même temps. Un seul de ces défis pourrait nous bouleverser, on les vit tous en même temps. Le retour des guerres, l'inflation, les incertitudes économiques, les droits de douane et les incertitudes associées, l'effondrement environnemental sous toutes ses formes, les fractures sociales de plus en plus évidentes, l'infobésité, les raz-de-marée informationnels chaque jour, et l'intelligence artificielle qui arrive là-dedans, qui va tout changer, mais on ne sait pas exactement comment. On vit tout ça en même temps. Donc forcément, quand on est en position de décider dans sa vie, dans son travail, c'est normal de ressentir une sorte d'impuissance. C'est normal, il faut d'abord dire ça. C'est normal, en plus, dans un monde où tout va toujours plus vite, dans un monde d'accélération, où tout est fait pour que ça nous permette d'aller plus vite, mais du coup, au détriment du temps et de la profondeur. La technologie nous aide à aller plus vite, et pourtant, on manque sans cesse de temps. Et donc on doit résoudre des problèmes de plus en plus complexes et on a de moins en moins de temps pour les adresser en profondeur. Dans un contexte de polarisation, où c'est de plus en plus difficile de se mettre d'accord collectivement sur une vision nuancée des choses et aller ensemble dans la même direction. On a des avis divergents, de plus en plus polarisés, opposés, violents parfois. Alors que les défis que l'on doit adresser doivent nous demander de retrouver cette nuance par rapport à la complexité et de faire et vivre ensemble. Tout ça combiné, la complexité, l'accélération, la polarisation, bah oui, c'est normal de ressentir ce sentiment d'impuissance. D'une certaine manière, c'est normal. Alors parfois, peut-être, on est dans un cas où on se dit « qu'est-ce que je peux faire par rapport à tout ça ?» Je me sens petit et seul. Je pense que c'est un bout de l'histoire, de ce qui est en train de jouer, mais ce n'est pas la seule histoire. J'aimerais la compléter par un autre récit. Ce récit, c'est celui-ci. Si aujourd'hui on sent la confusion, selon moi, c'est parce qu'on est entre deux mondes. On est entre un monde qui est à bout de souffle, qui nous emmène dans un mur. On sait qu'on ne peut plus s'appuyer sur ce monde-là, mais il est encore là. Les systèmes sont encore là. Et un nouveau monde tarde à émerger. Et on est quelque part entre les deux. Et on a été extrêmement bien formés au premier monde. On connaît tout de ce monde-là. On sait comment il fonctionne. On a toutes et tous été très bien formés à penser de cette manière-là. On a grandi là-dedans. Et donc c'est très difficile de changer de mode de pensée. Pourtant, c'est le défi auquel on est toutes et tous confrontés aujourd'hui. Quand je parle d'ancien monde, je parle du modèle actuel. Il a été très bien décrit ce matin. Je fais juste un complément rapide ici. C'est le modèle socio-économique qui existe, on va dire, depuis 200, 250 ans, et surtout le mode de pensée qui est derrière. L'économique comme finalité. Le plus important, c'est l'argent et c'est l'économique. Toujours plus vite, avec une dynamique de domination du vivant et parfois des humains. Il faut dire, d'abord, il faut reconnaître que ce monde-là nous a permis un niveau de développement jamais vu dans l'histoire de l'humanité. J'ai dû mettre en forme des chiffres pour me rendre compte de ça. Ça, c'est le niveau de vie dans l'histoire de l'humanité. À gauche, vous avez l'an 0, à droite, aujourd'hui, et vous voyez la courbe absolument hallucinante qui démarre à partir de la révolution industrielle. Donc ce mode de pensée, il est excellent à faire ce qu'il cherche à faire. Créer du développement économique. Il faut d'abord reconnaître ça. Et si on est dans cette salle confortablement à se poser ces questions qu'on se pose, c'est d'abord parce qu'il y a ça. Par contre, il faut aussi se rendre compte, ça a été évoqué ce matin, mais que ces courbes exponentielles, on les a mises partout. Dans nos activités humaines,
Ça, c'est la tendance de toutes nos activités humaines, la population mondiale, le PIB, la population urbaine, etc. Et on les retrouve sur le système Terre. Donc cette dynamique de grande accélération, elle n'est pas durable, elle n'est pas soutenable. Et il faut bien se rendre compte que ce qui a permis notre réussite par le passé est ce qui cause notre problème aujourd'hui. C'est ça le fond du sujet. Donc la conséquence, c'est évidemment les limites planétaires, mais aussi tous les problèmes d'inégalité et d'enjeux sociaux, et les problèmes de santé mentale, de ce toujours plus vite. Alors Einstein nous a prévenus. On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait. Trop souvent, tout le temps. On essaie d'ajuster à la marge notre système, alors qu'il faut une refonte en profondeur du système de valeurs, des croyances, des motivations profondes. Alors, quel monde on peut dessiner ? C'est collectif, c'est à décider ensemble, c'est à créer ensemble, par le concret. Et il y a d'autres paradigmes potentiels qui peuvent émerger. Mais et si un autre paradigme pouvait être le mieux vivre comme finalité ? Évidemment, l'économique, c'est absolument nécessaire. Mais un équilibre entre l'économique, le social, l'environnemental. Privilégier la qualité à toujours la quantité, qualité des biens, qualité des liens, qualité des moments. Et si on visait un juste rythme plutôt que toujours plus vite ? C'est quoi le bon rythme dans sa vie, dans ses projets ? Retrouver du temps, la valeur du temps. Viser une régénération du vivant quand on est allé trop loin dans la dégénération. Et la croissance des humains, parce qu'on est toutes et tous des clés, un bout de la solution pour faire émerger donc, le développement des talents et des compétences. Alors est-ce qu'on peut réussir un tel changement de paradigme ? Est-ce que c'est possible ? C'est vertigineux de se dire ça peut-être. Est-ce qu'on peut y arriver ? Alors, c'est un défi qui est énorme, parce que ça nous demande de repenser en profondeur tous nos logiciels de pensée, comme je disais, nos croyances, nos modèles mentaux, nos modes de décision. Pour moi, on est rentré au XXIe siècle avec nos pieds, mais on fonctionne encore comme au XXe. On n'est pas vraiment rentré dans le XXIe siècle. On sait tout ce qu'on dit là, on l'a dit depuis les années 70. Pourtant, on continue à fonctionner de la même manière. Il faut changer en profondeur notre logiciel de pensée et nos comportements au quotidien. C'est une mise à jour de tout notre logiciel de pensée qu'on doit réussir, et ça nous concerne toutes et tous. Alors, je suis allé au cœur de ce sujet, de ce concept de changement de paradigme. Pour essayer de mieux le comprendre, c'est un mot qu'on entend un peu partout, on y met plein de choses derrière. Donc Thomas Kuhn, à l'origine, historien des sciences, qui nous dit oui, c'est possible, dans l'histoire, il y a eu des changements de paradigme. Et ça se passe toujours en 4 étapes. Et vous allez voir où je veux en venir. Il y a toujours une première étape, ce qu'il appelle la science normale. C'est le paradigme dominant actuel. Celui-là, on l'a déjà décrit, c'est ce que j'appelle l'ancien monde ou le monde actuel. Ensuite, on se rend compte qu'il y a des anomalies. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne veut pas, en fait, qui sont des conséquences de cette manière de penser. Les limites planétaires, les inégalités, les problèmes de santé mentale, ce sont des anomalies qui font qu'ensuite peut se créer ce qu'il appelle une recherche extraordinaire. À ce moment-là, qui décrit comme un moment très confusant, parce que tout le monde y va de son expérience, de sa tentative, à ce moment-là, des femmes et des hommes se mettent en mouvement pour trouver des autres manières de faire. Donc, et là, il décrit ce moment comme déstabilisant parce qu'il y a profusion, il y a ébullition de théories et de pratiques. Et pour moi, on est précisément à cet endroit-là. C'est mon hypothèse. Quand on voit toutes les initiatives qui fourmillent dans les territoires, dans les entreprises, dans les associations, sur tous les sujets et tous les courants de pensée, plusieurs ont été mentionnés ce matin, quand on pense à, je ne sais pas, l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, le social business, la perma-entreprise, l'économie régénérative, l'économie post-croissance, l'économie du don-up, la triple comptabilité, et j'en passe, le Big Corp, les entreprises à mission, etc., etc., et j'en oublie, pardon. Ce sont pour moi des signaux de recherche extraordinaires. Il y a des tentatives de combiner différemment les choses, de réconcilier l'économique, le social, l'environnemental. Il y a des gens à l'œuvre. Et si on dit ça, ça dit deux choses. Ça dit qu'on est peut-être avancé sur ce chemin de changement de paradigme. En tout cas, c'est en train de se jouer.
Et peut-être, si on est dans ce moment de changement de paradigme, alors chacune, chacun, on a le potentiel d'être des chercheurs extraordinaires. On est en train de vivre peut-être ce moment-là. Est-ce que l'on n'a pas un rôle à jouer, chacune, chacun, de participer à cette recherche extraordinaire, de là où l'on est, avec nos leviers propres? Et ensuite, émergera un nouveau paradigme, s'il dépasse les résistances de l'ancien paradigme. Alors, selon moi, si on change de regard sur les choses, on vit une époque complètement passionnante. Évidemment, il y a toutes les tragédies du monde que l'on connaît. Évidemment. Et en même temps, on est sur Terre à un moment où il se joue l'équivalent, je pense, d'une nouvelle renaissance. L'enjeu qui est le nôtre, c'est de faire émerger une nouvelle civilisation. Et on a peut-être un rôle à jouer là-dedans. C'est vertigineux et en même temps, c'est passionnant de se dire que peut-être collectivement, on peut contribuer à ça. Alors on peut se sentir perdu parce qu'au quotidien, c'est plus ça qu'on vit. C'est-à-dire, bah oui, mais d'accord, c'est sympa ton truc, mais d'abord, je dois survivre dans le monde actuel. Je dois faire avec les règles du jeu d'aujourd'hui pour faire un peu mieux et faire émerger quelque chose de différent. Mais c'est cette tension-là que l'on vit toutes et tous en tant qu'acteurs de changement. Mais mon message, c'est de dire que le chaos que l'on vit en ce moment, chaos intérieur, le chaos peut-être dans nos organisations, dans ce monde complexe et incertain, le chaos du monde, eh bien, c'est aussi une opportunité de faire émerger quelque chose de différent. Pourquoi ? Parce que pour que quelque chose de différent arrive, un paradigme différent, il faut passer par cette phase-là. Donc c'est peut-être une étape préalable, nécessaire. Et donc on peut changer de regard et essayer de transformer ce chaos pour en faire émerger quelque chose de nouveau. Alors la grande question que j'avais envie de vous poser, c'est et vous dans tout ça ? Quel rôle vous avez envie de jouer dans tout ça, quand vous entendez ça? Quel rôle vous voulez jouer? Vous avez envie, le mot envie est important, vous avez envie de jouer dans ce contexte lorsque vous entendez tout ça dans la continuité de la matinée. J'avais quelques principes, outils, questions à vous partager. D'abord, je pense que l'époque actuelle nous demande de redéfinir la réussite. Et je rejoins ce que je disais avant. Donc, ce que je veux dire par redéfinir la réussite, c'est redéfinir le succès. Et ça nous pose des questions profondes de, au fond, qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie, dans mon entreprise? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est superflu? Et de ne pas mélanger tout ça. De remettre, c'est quoi le but et c'est quoi le moyen? Parce que la modernité nous a bien aidés à tout confondre. Au fond, c'est quoi le but? Au fond, c'est quoi le moyen? Et je pense que s'ouvre une époque où on peut redéfinir c'est quoi réussir. Jusqu'à maintenant, réussir, c'était ça. Une super entreprise, un État qui fonctionne très bien, on le représentait comme ça. Kate Raworth nous invite à voir les choses différemment. Et si on pouvait voir les choses différemment, et si la réussite aujourd'hui, c'était réussir à rentrer dans le donut. Permettre à chacune, à chacun de bien vivre, bien habiter le monde, choisir sa vie, mais dans les limites de ce que la planète nous offre. Et si l'intelligence, les compétences, l'argent, les moyens que l'on avait, on les mettait au service de ça, il serait comment notre monde? Et si c'était ça, réussir au XXIe siècle? On sait jouer au jeu qui est à gauche. On sait faire des points de croissance. On sait gagner, augmenter les bidas. On sait gérer ça. Par contre, ça demande une innovation, une inventivité qui a besoin des talents de tout le monde. On a besoin des meilleurs cerveaux et des meilleurs cœurs pour résoudre ces grands défis. Et je pense que le leadership, dans ce contexte-là, j'aime bien cette définition, qui est la capacité à créer un futur qui n'existe pas. Dans un contexte où on n'a pas toutes les réponses de comment rentrer collectivement dans ce donut. Deuxième principe, s'autoriser à rêver. On est dans un monde où on fait tellement face à tous les défis, les nouvelles sont tellement sombres, on n'a plus de vision enthousiasmante à l'horizon. Or, il n'y a pas plus important en contexte d'incertitude et d'instabilité que d'être porté par un rêve en avant. Tout commence par le rêve. Toute transformation humaine commence par une vision enthousiasmante.
la révolution industrielle, on l'a d'abord pensée en imaginant et comment ce serait s'il y avait des machines qui nous aidaient à être plus performants, plus efficaces. Aller sur la Lune, on l'a d'abord imaginé. Mais quel est le rêve commun que l'on a dans l'époque aujourd'hui? Quel est le rêve commun en France, en Europe, dans le monde? C'est quoi la prochaine frontière qu'on va chercher ensemble? Moi, je ne sais pas bien répondre. En tout cas, il n'est pas commun. Et il n'est pas enthousiasmant. Mais sans ça, on ne va pas réussir nos défis. Alors, Donella Meadows, co-autrice du rapport Meadows, nous donne 3 règles d'or au moment d'imaginer une vision, et je pense que c'est très éclairant. Ça marche pour soi-même, dans sa vie, ça marche aussi pour son entreprise, et puis ça marche pour inventer une société différente. Première règle d'or, quand on essaie de penser une vision, essayons d'imaginer la vision que l'on veut vraiment, et pas celle que l'on croit possible. 2, ne jamais se sentir obligé de dire comment. C'est ensuite que le chemin se dessine. C'est en se mettant en mouvement que le chemin se dessine. Et 3, porter une vision en 2025, elle disait ça au début des années 90, une vision, ça doit être éthique. Donc ça doit respecter les règles physiques, notamment les limites planétaires. On ne peut pas proposer une vision qui ne respecte pas ce cadre-là, ce n'est pas éthique. Donc c'est une invitation à oser imaginer un monde différent, qui nous enthousiasme et qui nous donne envie de nous lever le matin et d'aller vers ce monde-là collectivement. 3e principe, et qui est le cœur au fond de mon invitation, c'est dans ce contexte-là, nous avons toutes et tous un rôle à jouer. On a besoin, on voit bien l'amplitude des défis, on voit bien que rien ne se fait seul, et en même temps que l'on a besoin que chacun joue sa partition. Nietzsche nous invite, il nous dit « Deviens qui tu es, fais ce que toi seul peux faire ». Alors ça, c'est pas simple, hein. Mais c'est un mantra qui peut nous aiguiller. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais ce pourquoi je suis profondément appelé, étant donné le contexte que l'on vit? On a toutes et tous des talents. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé autour de ce sujet, et les talents, malheureusement, notre système éducatif ne nous a pas forcément aidés à les découvrir. On a toutes et tous des talents. Le talent, c'est le croisement entre ce qui vous donne de l'énergie. Ça vous procure de la joie, c'est de l'énergie positive, ça vous met dans le flow. Et ça apporte de la valeur aux autres. Vous êtes capable de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Pour certaines personnes, c'est très différent. Dans ce contexte, on a besoin des arts et des sciences. On a besoin des gens manuels, des gens créatifs, des gens stratèges, des gens qui vont animer l'humain. On a besoin de tous les talents. C'est ça qui est merveilleux. Mais il faut que chacun trouve l'endroit où on va pouvoir contribuer à œuvrer par rapport à ces grands défis. L'autre invitation que j'ai envie de vous faire, c'est de trouver votre terra incognita. Pareil, ça marche pour vous et pour votre organisation. Une terra incognita, c'est un mot latin qui dit une terre inconnue. On faisait des cartes de tous les espaces qu'on n'avait pas encore explorés. Mais il y a tellement de terra incognita aujourd'hui. Comment on arrive justement à rentrer dans le donut? Comment ça marche l'alimentation dans le cadre des limites planétaires, décarboner, et la santé, et l'éducation, et le numérique, et l'IA? Comment on pense ce sujet-là? Il y a tellement d'endroits à creuser. Quel est le sillon que vous voulez creuser? Où est-ce que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice? Individuellement, collectivement, avec votre organisation aussi. Comment vous avez envie de participer à cette recherche extraordinaire? Alors probablement, votre terra incognita, elle est au carrefour de vos passions, de vos centres d'intérêt. L'innovation, elle naît aussi du croisement de disciplines qui se croisent rarement. Donc peut-être que ça va être le numérique et l'inclusion sociale et le sujet de la biodiversité, ou autre chose. Mais je vous invite à dire où est-ce que vous avez envie d'investir votre énergie pour les prochaines années, étant donné tous les défis que l'on vit. Aussi, je vous invite à penser le rôle que vous avez envie de jouer. On a besoin de tous les rôles. Ça, c'est un modèle que je trouve intéressant de 2 chercheuses américaines. Vous pouvez être agitateur, sensibiliser à des causes et mettre en lumière des injustices. Il y en a besoin. Il y a aussi besoin de gens qui innovent et vont trouver des alternatives
des choses qui marchent concrètes, une dynamique plus entrepreneuriale. Et il y a aussi besoin de gens qui vont orchestrer, c'est-à-dire faire des liens, diffuser, changer le système. On a besoin des trois. Et il n'y a pas besoin de dire que mon action est mieux que la tienne. On a besoin de toutes les énergies. Mais vous, où est-ce que vous avez envie de contribuer fondamentalement? Quelle est votre manière de faire? Au fond, je pense que les réponses sont en nous. Au fond de nous, nous savons. Mais il faut créer les espaces pour écouter, et il y aura une petite expérience après pour sentir ce qui émerge. Mais au fond de nous, on sait déjà, mais je pense que ça a déjà été évoqué, le vide, le silence, la nature, la marche, l'écriture, tout ça, ce sont des clés aussi pour se reconnecter à ce qu'on veut vraiment faire dans ce moment-là. Une fois qu'on a clarifié le rôle que l'on veut jouer dans le monde, évidemment, il faut l'incarner dans le présent. Ça peut paraître idéaliste là, vous allez peut-être émerger de quelque chose qui est loin de votre réalité. Eh bien, je pense que l'action commence par juste une décision. Se dire que ce n'est pas un jour que je vais incarner cette personne-là. Je peux décider que mon action, c'est aujourd'hui, c'est le jour 1. Et je vais faire du mieux que je peux à partir de maintenant pour incarner du mieux que je peux ce rôle que je veux jouer étant donné tous ces défis. C'est un choix, ça commence par une décision. Rêver le futur et incarner au présent la personne que vous voulez devenir par toutes les petites décisions du quotidien, en ayant en tête cette identité future, cette identité rêvée, et la faire concrète. C'est une invitation à vivre le rêve. Si vous voulez être explorateur, chaque jour, explorez. Si vous voulez créer le monde de demain, chaque jour, contribuez à créer une petite brique. Si vous voulez faciliter, créer du lien, chaque jour, créez du lien. Agis comme la personne que tu souhaites devenir. Pour moi, c'est un mantra qui m'accompagne au quotidien et qui m'aide à essayer d'incarner ce rêve et ce rôle, ce rêve, ce verbe et ce rôle au quotidien. Et du faire du mieux que je peux dans chaque situation pour incarner ce nouveau rôle. Alors bien sûr, on ne peut pas agir sur tous les sujets, il y a tellement de sujets, mais chacun, on peut agir à un endroit du système. Chacun, on a une zone de contrôle avec nos actions directes, et puis probablement on peut embarquer dans notre zone d'influence nos équipes, nos partenaires, nos parties prenantes, nos filières, ça a été évoqué, agir en système. Mais ça commence par moi. C'est en incarnant le changement que je veux voir advenir dans le monde que je suis capable d'embarquer les autres. Et imaginez si les 1000 personnes qui sont là font un pas en avant demain en incarnant le rôle qu'il et elle que vous voulez incarner dans le monde, vous imaginez les effets ricochets que ça peut faire? Et si on fait ça x10 encore, c'est que comme ça que l'on peut créer le changement à grande échelle. Je suis obligé de mentionner encore un principe, cultiver la joie. Le monde est ce qu'il est dans sa complexité, dans ses difficultés. Et je pense qu'il n'y a pas plus important que de cultiver la joie aujourd'hui. Parce que ça rend le chemin plus agréable, bien sûr, et aussi parce que c'est un outil de transformation du monde sans équivalent. Ça rend désirable, et c'est tout le sujet pour faire advenir un monde différent. J'ai découvert ce modèle qui m'a réautorisé à cultiver ma joie. Ce modèle, il dit qu'il y a 3 niveaux de conscience. Un premier niveau de conscience qui est le pré-tragique. Le pré-tragique, c'est dire la manière dont nous fonctionnons, ça va nous permettre de répondre aux défis que l'on a, notamment avec la technologie et la manière dont on fonctionne. Ensuite, on se rend compte, certaines personnes rentrent dans le tragique. Elles découvrent qu'il y a des sacrés défis. En fait, il y en a plusieurs. En fait, ils sont interreliés. En fait, c'est tout un système à repenser. Et là, c'est extrêmement accablant. Soit on remonte dans le déni, on remonte dans le pré-tragique, on était plus confort là-bas. Soit on va s'épuiser à la tâche, on va essayer de sauver le monde, on met le monde sur ses épaules. Et on peut créer un burn-out militant ou d'engagement. Et puis, il y a une troisième posture, c'est un cycle, qui est le post-tragique. Le post-tragique, c'est « je cultive ma joie de vivre malgré les défis du monde » ou à l'aune des défis du monde. J'ai la confiance, j'ai l'espérance que l'on peut faire advenir quelque chose de différent et je fais ce que je peux là où je suis, dans la joie, au cœur de mes talents, de ma zone
de contrôle, d'influence, et avec des communautés proactives, j'ai la confiance qu'on peut faire émerger quelque chose de différent. Et ça change complètement l'énergie. Et j'ai vécu ces différentes phases, et aujourd'hui, ça m'a permis de retrouver de la confiance et de la sérénité, tout en étant conscient des mêmes défis, évidemment. Alors je conclurai en quelques mots. On vit tous ce moment-là. On est tous dans le même bateau à ce moment-là. Au moment où on peut contribuer à faire émerger un nouveau monde, et c'est assez vertigineux de se dire ça. Mais j'aimerais qu'on visualise aussi l'impact que l'on peut avoir en communauté, les 1000 personnes qui sont là, toutes les personnes que l'on peut embarquer. Toutes les théories du changement montrent que les grandes transformations commencent par un petit nombre d'individus très fortement engagés, qui rendent désirables, qui incarnent quelque chose de différent et qui donnent envie aux autres de les suivre. On les appelle des oiseaux rares, et je pense que peut-être vous reconnaîtrez dans ce terme-là, c'est une invitation à cultiver. Ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, comment est-ce que vous pouvez être oiseau rare dans vos environnements et incarner quelque chose de différent et donner envie aux personnes autour de vous, sans donner de leçons, juste en incarnant quelque chose de différent, et ouvrir des nouveaux possibles. Je finirai par cette citation d'Ilya Prigogine. On est ici à la Maison de la Chimie. C'est un prix Nobel de chimie. Pour moi, c'est une citation que je mets dans mon sac à dos pour tous les jours où je me dis c'est dérisoire ce que je fais, c'est dérisoire ce qu'on fait par rapport à tous les enjeux. À chaque fois, elle me remet, non, il n'y a pas plus important. Lorsqu'un système est loin de l'équilibre, de petits îlots de cohérence dans une mer de chaos, ont la capacité d'élever l'ensemble du système vers un ordre supérieur. Alors peut-être ça paraît dérisoire les actions que l'on mène, mais je crois qu'à chaque fois que l'on agit avec la bonne intention au cœur de nos talents, dans tous les environnements que l'on a, en entreprise, en association, dans le secteur public, on cultive peut-être des îlots de cohérence qui préfigurent le futur. Et c'est comme ça que peut-être émergera un monde différent. À nous de jouer.